Salut, c'est Comptoir Antique de Bourgogne, je suis expert militaire à la Chambre européenne des experts conseils en œuvres d'art. Et si tu collectionnes les badges de la Seconde Guerre mondiale, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation des badges de la Kriegsmarine et on abordera le sujet des copies. Avant tout, je fais un petit rappel. Les insignes sont un sujet passionnant, mais beaucoup de copies sur le marché, alors n'oublie pas de bien te documenter avant un achat. Fondée en 1935, la Kriegsmarine était la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et elle faisait partie intégrante des forces armées du Troisième Reich. Cette branche militaire a joué un rôle crucial dans les opérations navales tout au long du conflit. La Kriegsmarine avait pour objectif de protéger les côtes allemandes, d'assurer le contrôle des voies maritimes et de mener des opérations offensives contre les ennemis du Reich. Elle était composée d'un large éventail de navires, dont des cuirassiers, des croiseurs, des destroyers, des sous-marins, les fameux U-boats, et des bateaux torpilleurs qu'on appelle les Schnellboot. Les U-boats allemands en particulier étaient célèbres pour leur utilisation stratégique dans la guerre sous-marine, attaquant des convois alliés dans l'Atlantique Nord et menant des opérations de guérilla en mer. Malgré des succès initiaux, la Kriegsmarine a été confrontée à des défis croissants au fur et à mesure que la guerre progressait, notamment en raison du renforcement des forces alliées et de la supériorité navale de cette dernière. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Kriegsmarine avait subi des pertes considérables et avait été réduite à l'inefficacité. Après la capitulation de l'Allemagne en 1945, la Kriegsmarine a été dissoute et ses activités militaires ont été interrompues. On va commencer par l'insigne de guerre des U-boats. Lors de la bataille de l'Atlantique, qui a été l'une des campagnes les plus longues et les plus intenses de la guerre, les U-boats allemands ont mené des attaques contre les convois alliés pour perturber l'approvisionnement vital en ravitaillement et en matériel vers l'Europe. Les Alliés ont réagi en développant des tactiques anti-sous-marines et en perfectionnant la communication et la coordination entre les navires d'escorte. Pour acquérir l'insigne, il fallait un minimum de 2 croisières au combat. On estime la production vers les 10 000 unités. L'insigne présente un sous-marin surmonté par l'aigle allemand sur une couronne de laurier. Les premières versions sont en bronze doré. En milieu de guerre, on passera à une production en zinc avec une pellicule d'or. Alors cette dernière a eu beaucoup de mal à traverser le temps, donc on rencontre souvent avec une couche dorée qui est partie. En 1957, les anciens sous-mariniers sont autorisés à nouveau à porter l'insigne, mais sans la croix gammée, alors on recrée un insigne sans svastika. Ensuite, nous avons l'insigne des torpilleurs et contre-torpilleurs, créé en 1940. Les torpilleurs et contre-torpilleurs de la Kriegsmarine jouaient des rôles complémentaires dans les opérations navales. Les torpilleurs étaient spécialistes dans les attaques offensives rapides et dévastatrices, tandis que les contre-torpilleurs se concentraient sur la défense et la protection des forces navales, en particulier celle des torpilleurs adverses. De base, l'insigne est créé à titre posthume pour les membres torpilleurs et contre-torpilleurs de la Kriegsmarine tombés le 13 avril 1940 face à la marine anglaise à Narvik. On compte 10 bâtiments de guerre de la Kriegsmarine coulés ce jour-là. Ensuite, les conditions pour l'obtenir étaient d'être un membre des torpilleurs ou d'un contre-torpilleur à Narvik, ou participer à 3 combats navals, ou encore 10 missions à l'ennemi. L'insigne est un bâtiment torpilleur en pleine navigation sur une couronne de laurier et surmonté par un aigle. Il y a l'insigne de dragueur de mines, chasseurs de sous-marins et petits patrouilleurs. Alors quel était leur rôle? Ils étaient chargés de protéger les côtes allemandes, de rendre les voies maritimes sûres, de contrer les sous-mariniers ennemis et de maintenir la supériorité allemande dans les zones côtières stratégiques. Pour l'attribution, il fallait participer à 3 combats ou un acte de bravoure exceptionnel à l'ennemi. Cet insigne était injustement considéré comme un insigne de second plan car les membres étaient souvent sur des bâtiments de petite taille. Il y avait une idée reçue comme quoi ils n'étaient jamais au contact de l'ennemi. L'insigne représente une explosion sur couronne de laurier et surmontée d'un aigle aux ailes déployées. Nous avons l'insigne de guerre des croiseurs auxiliaires, créé en 1941. C'est pour moi le plus beau des insignes Kriegsmarine, appelé aussi l'insigne des raiders. Les conditions d'obtention étaient qu'il fallait être membre d'un croiseur auxiliaire et avoir une bonne conduite lors d'une opération. Ces bâtiments-ci étaient initialement des navires de commerce qui avaient été armés ou l'armement était dissimulé pour donner un avantage tactique au combat. L'insigne est un drakkar avec un viking derrière la proue, naviguant sur un globe terrestre, entouré de feuilles de laurier et surmonté de l'aigle aux ailes déployées. Ensuite, l'insigne des bâtiments de ligne et croiseurs. Créé en 1941, l'insigne est imposant. Les conditions d'obtention étaient être membre de la flotte de ligne, c'est-à-dire sur des bâtiments de type cuirassé, croiseurs lourds et légers. Avoir une bonne conduite, participer à une ou plusieurs croisières totalisant une durée de 12 semaines. L'insigne pouvait être décerné aussi à titre posthume
C'est pourquoi on en trouve aujourd'hui dans de très bon état et jamais portés. À titre d'exemple de bâtiments de ligne, on peut citer le fameux Bismarck ou encore le Tirpitz. L'insigne représente un bateau imposant et massif vu de face, entouré sur une couronne de laurier et surmonté d'un aigle aux ailes déployées. Nous avons l'insigne de guerre des vedettes rapides, lance-torpille, appelé aussi insigne des Schnellboot. Il existe deux versions. Les conditions de l'obtention sont être membre de vedettes, avoir une bonne conduite, participer à 12 croisières. Initialement, les membres des vedettes pouvaient se voir attribuer l'insigne des torpilleurs et contre-torpilleurs que nous avons vu précédemment. Un bulletin officiel de 1941 décide de créer un insigne à part. Donc, les membres avec l'ancien insigne ont dû le rendre pour se voir attribuer le nouveau modèle. Le nouveau modèle reçoit un accueil mitigé de par son design qui est massif et qui ne représente pas la vitesse et la finesse des Schnellboot. Le premier modèle est donc un bâtiment très compact qui fend la mer, entouré de couronnes de laurier surmonté d'un aigle déployé. À force de mécontentement et de plusieurs plaintes, on décide d'adopter un second modèle qui sort en 1943. Son design est plus élancé, il a enfin les traits beaucoup plus fins et on remarque un effet de vitesse avec les vagues. A noter que la marine ne prévoyait pas d'échange pour remplacer le premier modèle, donc les deux ont été portés pendant toute la guerre. L'insigne de guerre de l'artillerie côtière et de la DCA. Pour l'obtenir, il fallait cumuler un nombre de points, c'est-à-dire la destruction d'un avion ennemi ou de bâtiments ennemis. C'est un insigne particulier pour la marine car c'est le seul insigne de la marine récompensant des actes faits en mer mais aussi à terre. L'insigne représente un canon lourd de DCA près des côtes et toujours entouré de feuilles de laurier et surmonté d'un aigle. On a fait le tour des principaux insignes de la Kriegsmarine. On va maintenant aborder le sujet des copies. Je vais vous donner quelques conseils pour repérer les copies, mais je vous rappelle que rien ne remplace une très bonne documentation et de très bonnes connaissances. À savoir, la plupart des insignes originaux sont en bronze ou en zinc, et même en tombac. Le tombac, c'est un alliage de bronze et de zinc. La qualité est très bonne et l'insigne devrait être solide. Donc, pour les anciennes copies d'insignes, il y avait eu une vague faite qui était en aluminium ou même en plomb. Là, c'est facile parce que l'insigne est soit trop léger, soit trop mou. Plus récemment, des faussaires ont fait des insignes en acier, ce qui est complètement stupide car on voit mal les Allemands qui manquaient déjà de matériaux fabriquer des insignes avec ça. Et sur les insignes en acier, là, c'est le contraire. L'insigne, il est incassable et on a souvent une finition très polie et brillante. Il faut observer aussi le système d'attache et les détails de l'insigne. Chaque fabricant d'insigne a son propre système d'épingle et parfois un détail de l'insigne qui indique le fabricant. Pour connaître chaque fabricant et particularités, vous n'avez pas le choix que d'avoir une bonne documentation. Pour ça, je vous conseille les ouvrages de Detlev Niemann sur le sujet. C'est pour moi le livre de référence sur le sujet, mais malheureusement difficile à trouver et souvent à prix très cher. Ensuite, des détails trop médiocres ou grossiers ne peuvent que se voir sur des copies ou des surmoulages. Il y a malheureusement ce qu'on appelle des copies ultimes, à savoir des grandes maisons de fabricants d'insignes qui travaillaient pendant la Seconde Guerre mondiale ont refait des insignes avec les matrices, les machines d'origine et même avec les matériaux d'époque. La seule façon de les reconnaître sont dans les détails des marquages des fabricants qui ne correspondent pas à ceux d'époque. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour être au courant de ma prochaine vidéo. Si tu as des sujets que tu aimerais voir traités, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Si tu veux voir du beau militaria, n'oublie pas d'aller sur mon site www.comptoirantiquedebourgogne.com.